jusqu'à présent, c'était que chaque grande zone économique avait ses paradis fiscaux. La zone euro avait ses paradis fiscaux, la zone dollar avait ses paradis fiscaux, et on a accepté, par exemple, que tous les grands réassureurs mondiaux soient logés aux Bermudes. On a accepté ça. Bon, on a accepté que se développe parce que c'était un gage de stabilité ou parce qu'on disait, bon, ben voilà, ils font leur fontre tranquillement. Voilà, et puis on a accepté que se développe on a accepté que se développe au sein de l'Europe une activité de banque privée de gestion d'actifs considérable au Luxembourg, qui est devenue l'activité de substitution après le déclin de la sidérurgie. Tout ça, ça n'a pas été un complot de banquiers malins, etc. C'est un système institutionnel qui a été mis en place. Alors on peut parfaitement décider qu'on remet ça en cause. Simplement, il faut faire très attention. Je ne partage pas l'optimisme excessif qui vient d'être manifesté sur les paradis fiscaux dans le contexte actuel. Tous les pays, les États-Unis comme l'Europe, ont besoin d'avoir accès à de nouveaux gisements fiscaux, parce que tous les États ont accumulé des déficits et des dettes, et ils ont tous besoin d'accroître leurs revenus fiscaux. Et donc, le gouvernement américain en particulier, qui vient de nous annoncer qu'ils allaient faire... Vous nous dites que parce qu'on est endetté, c'est normal que les États fassent des paris sur les paradis fiscaux? Non, pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire... Je vais vous expliquer. Oui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la conjoncture actuelle, très particulière, fait que les États qui ont beaucoup de déficits et de dettes ont besoin de trouver de nouveaux gisements fiscaux. Et donc, pour trouver de nouveaux gisements fiscaux, ils deviennent plus agressifs à l'égard des paradis fiscaux. Et c'est notamment ce qu'a fait Obama. Et c'est notamment ce qu'a fait Obama. Mais il faut regarder de très près ce qui a été fait. Et c'est subtil. La Suisse n'a pas remis en cause son secret fiscal. Ce qui s'est passé, c'est que M. Obama a dit, enfin M. Obama, l'administration fiscale américaine a dit à UBS, ou vous nous donnez la liste des 5000 personnes qu'on soupçonne d'avoir des comptes chez vous. Il y a beaucoup plus que 5000 personnes qui ont des comptes. Évidemment. Bon. Et le vrai levé du secret fiscal, ce serait de donner le nom de tous les Américains qui ont des comptes en Suisse avec leur montant. Il dit quand même ceux qui ont des comptes en Suisse aujourd'hui doivent dormir assez mal. Laissez-le terminer. Donc, vous nous donnez ces 5000 noms, si vous ne nous donnez pas ces 5000 noms, on vous retire votre licence d'exploitation de banquier aux États-Unis. Et donc vous êtes mort. Donc c'est cette pression-là. Donc ça veut dire, c'est pas toutes les banques et c'est pas tous les comptes qui sont révélés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en correctif à ce qui venait d'être dit. Olivier Régis, avant qu'on découvre le dernier reportage. Sur la question de la banque la plus sûre, ce sera toujours, aujourd'hui on le sait, c'est la banque dont le capital est le plus proche de l'État le plus riche du monde. Ce ne sera pas autre chose. Quand vous avez besoin de placer votre argent et vous voulez la sécurité, vous le placez dans la banque dont le capital est le plus public, et c'est la crise qui vient de le révéler. On aurait été en 1929, on aurait observé la crise de 29, on aurait comparé à la seconde, on se serait dit de toute façon entre faire la queue au guichet pour retirer son épargne, ce qu'on ne peut plus faire si on est en crise de liquidité, et avoir un État qui refinance et qui aide les banques à se faire de la liquidité entre elles, eh bien on prend la version 2 parce qu'on veut que tout le monde puisse continuer de toucher ses économies et d'aller chercher son argent à la banque. Donc ça c'est clair, plus vous serez proche de l'État en ce moment, dans cette période de crise, et de sa liquidité malgré ses dettes, plus vous aurez la certitude que votre épargne est solide. Ça s'appelle la banque postale en France. Alors, la si on nous pose une question, c'est bien qu'on y réponde. La banque postale, je fais une petite correction, parce qu'il faut être objectif. À la banque postale, il y a de la gestion pour compte de tiers, et dans la gestion pour compte de tiers, il y a des opérations sur des produits dérivés, il y a de l'immobilier, il y a des dérivés d'énergie, il y a tas de choses. C'est pas parce qu'on est à la banque postale qu'on n'a pas d'opération de dérivés dans la gestion pour compte de tiers. Je le précise, je viens de la parenthèse. Je me permets de signaler d'ailleurs que les banques qui étaient le plus proches de la structure publique ou mutualiste en France, c'est celles qui ont accumulé le plus de pertes. La TIC6, la Caisse d'épargne, etc. etc. La banque postale, zéro. Non, la banque postale, c'est vrai que c'est probablement D'ailleurs, le problème est... J'accepte, je vous donne la parole. Juste une... Le problème est suivant. À partir du moment où on a autorisé les banques qui faisaient du dépôt, qui faisaient de l'activité de crédit, à rentrer dans les activités de marché, on a été, d'une certaine manière, obligé d'accorder la garantie de la Banque centrale à ces banques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les mêmes qui ont spéculé et qui, d'une certaine manière, sont nécessairement soutenus par l'État ou par la Banque centrale. Et c'est donc pour cela qu'il faut effectivement réintroduire des principes de cantonnement en disant, si vous voulez faire des opérations spéculatives, vous pouvez le faire, mais c'est dans une structure particulière. Et effectivement, les activités de crédit doivent être, elles, sécurisées par rapport à ces activités de spéculation. On fait un petit tour à Londres où des mesures ont été prises à la mi-août par la City. L'autorité des marchés financiers établit un code dit de bonne conduite. En
entre autres l'étalement des bonus sur 3 ans, la limitation des risques, et au-delà des nouvelles règles initiées par les responsables politiques britanniques, on sait que l'imagination est déjà au pouvoir pour détourner tout cela dans la 3e place financière mondiale, qui est aussi la 1re place européenne. Sur place, Sophie Pagès et David Lemarche. Quartier de la City, le cœur du système financier britannique. Près de 350 000 salariés travaillent dans ce secteur. 3e place financière mondiale, Londres est aussi l'un des symboles des rémunérations records. Premier montré du doigt, les traders. Voici la salle de marché, c'est le cœur du système. Comme vous voyez, il y a 500 personnes qui travaillent à peu près, dont une cinquantaine de traders. Moi, je fais partie des traders. Je suis responsable de l'équipe française, donc je fais plutôt le marché européen. Nous sommes chez un spécialiste du courtage en ligne. À chaque ordre passé, des félicitations préenregistrées. Ici, les traders peuvent doubler leur salaire en fonction des résultats de l'entreprise et non de leurs propres résultats. Une façon de limiter les risques. Aujourd'hui, les autorités britanniques souhaitent encadrer ces rémunérations variables. À la mi-août, le gendarme de la City a émis un code de bonne conduite avec en ligne de mire les bonus. Au début, on avait quand même peur parce qu'on pensait, oui, ils vont dire qu'on ne peut plus jamais avoir de bonus et tout ça. On n'était pas trop content parce que c'est une des raisons pour laquelle on est ici à Londres quand même. Parce qu'on sait que le bonus, c'est plus qu'ailleurs. Si c'est une bonne année, ça peut aller jusqu'à 50-60% du salaire annuel si on a une expérience de 2-3 années quand même. Pas pour des débutants. On ne sait pas combien on va avoir, mais on sait qu'on va avoir quelque chose et on va travailler pour ça. Les nouvelles règles concernent 26 établissements financiers. Parmi les recommandations de l'autorité de régulation, étaler le versement des bonus sur 3 ans ou encore indexer leur versement sur les résultats à long terme du trader, mais pas de plafond sur les montants. Un code de bonne conduite, version allégée, bien moins contraignant que celui annoncé au mois de mars. Pour Tom Clougherty, responsable d'un groupe de réflexion tendance libérale, rien d'étonnant à cela, la Grande-Bretagne ne peut se passer du secteur clé de son économie. Pour sortir de la récession, le secteur financier va être aux avant-postes. Alors on ne peut pas tenter de le réguler, sinon il ne sera plus capable d'innovation ni de générer de l'argent. Si on le régule trop ou qu'on le taxe trop, le secteur va s'installer à l'étranger et prospérer là-bas. Donc les gouvernements, quel que soit le pays, doivent trouver un équilibre délicat entre laisser faire et intervenir. Mais je pense que les recommandations de l'autorité de régulation sont plus ou moins sur cette ligne. Le président Sarkozy poursuit le même genre de réforme en France. Et des banques françaises menacent de s'installer à Londres. Il y a quelques mois, les banquiers anglais menaçaient de s'installer à Paris. Alors vous voyez, tout cela tourne en rond. Confronté à la pire récession depuis les années 30, le gouvernement britannique ne se satisfait pas de ces recommandations. Il souhaite légiférer sur le sujet. Il est clair que nous devons mettre fin aux pratiques qui consistent pour les traders et les banques à être incités à prendre des risques excessifs que ni eux ni leurs patrons ne comprennent entièrement. Et ceci avec des conséquences désastreuses. Nous devons vérifier que les autorités financières aient tout le pouvoir nécessaire pour s'assurer que quand ils constatent des rémunérations excessives, ils puissent avoir les moyens d'intervenir. Les 26 établissements concernés ont jusqu'au 1er janvier 2010 pour se conformer aux nouvelles règles. Pour ceux qui enfreindraient ces recommandations, des amendes sont prévues. D'ici là, chacun fait encore ce qui lui plaît. Dernier exemple en date, la Banque Royale d'Écosse. Pourtant détenue à 70% par les contribuables, elle vient de s'offrir les services d'un trader star. Salaire annuel, 7 millions de livres. On a une question qui va vous faire sourire. Question SMS. Salaire d'un trader, salaire d'un footballeur, quel est le plus immoral ou le plus utile économiquement? Honnêtement, le salaire du footballeur, une maman de trader, le salaire de footballeur, tant que les stades se remplissent, c'est plus justifié, même si les sommes sont astronomiques, que le salaire d'un trader. Là, les choses sont très claires. Le problème, si vous voulez, c'est que le footballeur qui gagne beaucoup d'argent, il a beaucoup de talent. Alors que dans la finance, vous avez aussi des gens qui sont là, un peu comme des initiés. C'est-à-dire, ils sont au cœur d'une mécanique où, pendant des années, on a en gros imprimé les billets, quoi. En profitant de variations de cours. On parlait tout à l'heure du pétrole, on pourrait parler des taux d'intérêt. C'est un monde qui vit grâce à la volatilité, alors que l'économie réelle a au contraire besoin de stabilité.
Et dans ces différences de cours, plus elles sont importantes, plus ce monde fait de l'argent. Et c'est ça qui est en question.